qui fait des allers-retours derrière. Donc, le docteur Samuel Tuffet, qui travaille à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et qui va revenir avec vous sur des cas cliniques interactifs autour du SDA. Samuel, c'est à toi, on te remercie. Je remercie Lise encore une fois pour sa participation. Bien évidemment. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais partager l'écran, vous me dites si ça fonctionne. Ah, on m'a interdit là visiblement. Attends, je vais te réautoriser. Alors, normalement, tu peux réessayer, ça va marcher. Voilà. Est-ce que vous voyez la présentation? C'est bon. On voit, ouais. Donc, c'est une présentation sur WooClap, donc tout le monde va pouvoir participer un petit peu comme ce matin avec Martin Dress. Je m'appelle Samuel Tuffet, je suis donc chef de clinique à Henri Mondor à Créteil. Et donc, je vais vous faire ce cas clinique interactif. J'espère qu'il n'y aura pas trop de redites par rapport à ce qu'a présenté l'ISPIKIU. Et puis, ce ne sera pas trop simple. C'est vrai que quand je vois les questions que vous avez posées, je suis un peu inquiet, mais bon, au moins, ce sera bon pour la base. Alors, donc il s'agit d'un patient de 56 ans, de 1,85 m, qui a commenté ses dents principales, une transplantation rénale, et qui est hospitalisé en réanimation pour une détresse respiratoire aiguë fébrile. La radio montre des opacités alvéolaires bilatérales. Il est placé sous oxygénothérapie à haut débit nasal et sous 80% de FiO2, 50 litres par minute. Et le gaz du sang met en évidence une PO2 à 70 mm de mercure, une PCO2 à 30 mm de mercure, un pH à 7,45. Vous décidez d'intuber le patient puisque persistent des signes de détresse respiratoire sous Optiflow. Quelle est votre stratégie de préoxygénation? Et donc, pardon, j'ai oublié de vous donner le code pour accéder au sondage. C'est cas clinique au singulier MIR 2021. Alors, je vois des gens qui arrivent. Dites-moi hein, s'il y a des difficultés pour participer. Ouais, alors ça me fait que tu laisses un petit peu de temps pour être sûr que tout le monde est bien connecté. C'est une question en plus, il faut le temps de se connecter. Encore 10 secondes. Bon, je crois que tout le monde a à peu près voté là. Je vois 41 votes. OK. Donc, les réponses que je considérais comme correctes étaient de passer à de la ventilation non invasive et de poursuivre l'Optiflow, mais d'adjoindre de la ventilation non invasive. Donc, je sais que vous en avez déjà parlé en fin de matinée. On va revoir rapidement les études qui permettent de répondre à cette question. Donc, la première étude sur le sujet, c'est l'étude de Christophe Bayard en 2006, qui comparait, elle, ventilation non invasive contre une stratégie d'oxygénation habituelle pour l'époque, c'est-à-dire un masque à haute FiO2, donc un masque avec réservoir. Et ce qui mettait en évidence, c'est que la SPO2 minimale pendant l'intubation, pendant la procédure d'intubation, était supérieure dans le groupe VNI, soit une supériorité en matière de préoxygénation. Concernant l'Optiflow, la principale étude, c'est l'étude Florali 2 de Jean-Pierre Fratte, qui comparait Optiflow et ventilation non invasive, qui est toujours considéré d'ailleurs comme le standard of care, chez les patients avec une détresse respiratoire aiguë hypoxémique. Et voici les résultats principaux de l'étude. Donc en haut, c'est sur l'ensemble de la cohorte, et la figure B, c'est chez les patients les plus hypoxémiques, c'est-à-dire qu'un rapport P sur F sous Optiflow inférieur à 200 mm de mercure. Et ce qui est constaté, c'est que chez les patients les plus sévères, dans le groupe Optiflow, les patients globalement désaturés plus
c'est le groupe en bleu, et il y avait plus de patients qui avaient une désaturation sévère définie par une SPO2 minimale inférieure à 80%, suggérant que l'Optiflow n'est pas équivalent et donc est plutôt inférieur à la VNI en matière de préoxygénation. Et enfin, concernant l'association de l'Optiflow et de l'oxygénothérapie à haut débit et de la VNI, il y a cette étude de Samir Jaber, mais qui est monocentrique, donc qui a une force un petit peu moins importante, qui comparait VNI versus l'association de VNI et de oxygénothérapie à haut débit nasal, qui suggère que l'association des deux est supérieure. Donc à l'heure actuelle, on peut considérer que la référence, c'est la ventilation non invasive, que peut-être l'association ventilation non invasive et oxygénothérapie au débit nasal est supérieure à simplement ventilation non invasive. Donc, a fortiori, si le patient est déjà sous oxygénothérapie au débit nasal, c'est raisonnable d'associer les deux. Un petit commentaire, Samuel? Vas-y, je t'en prie. Juste, c'est pour reprendre en fait une question qui avait été posée à laquelle on n'avait pas pu répondre au moment, mais qui était très pertinente de la présentation de Martin Dress. Je ne sais pas si tu as la possibilité de revenir sur ta diapositive précédente. Bien sûr. Merci. Et il y avait un étudiant qui notait bien que, certes, quand on comparait, par exemple, VNI à un masque haute concentration, il y avait une proportion importante de patients qui désaturaient profondément quand ils étaient préoxygénés au masque haute concentration. Là, on voit bien que la différence est statistiquement significative avec un petit p à 0,03 en gros. Néanmoins, la désaturation, entre guillemets, chez les patients préoxygénés par la VNI seule, c'est 96% de saturation. Donc, on reste bien quand même si on laisse en VNI seul pour la préoxygénation dans des marges parfaitement safe pour la préoxygénation. Je dis ça parce que parfois, ça peut paraître quand même un petit peu compliqué de réussir à préoxygéner la VNI en la surajoutant à l'oxygénothérapie au débit nasal, notamment, ça comprime, ça fait des fuites, etc. Merci Samuel. Alors, donc ça, c'est pas très interactif, mais pour les réglages initiaux du ventilateur, de toute façon, vous avez vu à l'instant là avec l'ISPIKILOU. En France, on a plutôt l'habitude d'utiliser un mode en ventilation, en volume contrôlé, pardon, mais la pression contrôlée est valable aussi. 6 ml de poids prédit par la taille, donc ici 480 ml, une fréquence respiratoire initiale entre 25 et 30 par minute, une FiO2 à 1, une PEP plutôt faible au décours de l'intubation pour essayer de diminuer l'impact hémodynamique de l'anesthésie générale et de la ventilation en pression positive, une pause téléinspiratoire de 200 millisecondes, ce qui permet au ventilateur de plus facilement, enfin de plus exactement mesurer la pression de plateau, et un début d'insufflation à 60 litres par minute, ce qui simplifie le calcul des résistances des voies aériennes. Juste au décours de l'intubation, vous constatez, le ventilateur sonne et vous constatez 7 écrans sur le ventilateur. Je suis désolé pour les espèces de halos. Je vous laisse un petit peu regarder l'écran avant la prochaine question. Voilà. Donc le ventilateur sonne. Que faut-il faire en priorité ?
Ok, bon, donc je crois que tout le monde a à peu près voté. Donc les deux bonnes réponses étaient augmenter l'alarme de pression de pic. Donc ça, on va en parler. C'est important. Excusez-moi. Voilà, pardon. Et vérifier la courbe de TCO2, c'est deux choses à faire en priorité. On va revenir là sur la diapositive d'avant pour expliquer les choses. Donc, vous êtes en volume contrôlé, en mode VAC. Donc, c'est un mode, Guillaume en a parlé tout à l'heure, dans lequel on règle un volume courant, ici 480 millilitres. On règle une fréquence respiratoire. Et ce que fait le ventilateur, c'est qu'il délivre un certain débit de mélange gazeux pendant un certain temps pour aboutir à ce volume. Donc, ce volume qui est un réglage, le patient est censé le recevoir quoi qu'il se passe. Ici, ce qu'on constate sur les éléments de surveillance, de monitoring, c'est que le volume expiré par le patient, le VTE, est effondré par rapport au volume qu'on a demandé, en l'occurrence 75 millilitres, contre 480 millilitres demandés, alors que la pression de pointe et la pression de pic est à 40 cm d'eau. Et donc, ça, c'est une situation qui se produit quand l'alarme de pression de pointe a été réglée de manière trop basse. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'alarme de pression de pointe qu'on règle sur le ventilateur est non seulement une alarme qui va sonner quand la pression de pointe arrive à ce niveau, mais c'est aussi une alarme qui va arrêter l'insufflation. Et donc, c'est non seulement une alarme, mais en plus un réglage du ventilateur. Donc, la première chose à faire dans ce cas-là, c'est d'augmenter l'alarme de pression de pic, de manière à ce que le ventilateur puisse insuffler le volume courant, puisque là, dans la situation dans laquelle on est, le patient est quasiment pas ventilé. La deuxième chose, évidemment, c'est de vérifier la courbe de TCO2 pour, en particulier, vérifier que l'intubation est bien dans la trachée. Voilà, donc vous avez augmenté l'alarme de pression de pointe et vous constatez la mécanique, enfin, vous faites des pauses pour étudier la mécanique ventilatoire, une pause inspiratoire à gauche et une pause expiratoire à droite. La pression de pointe est indiquée en haut à gauche sur ce ventilateur. Et donc, la question va être de définir la mécanique ventilatoire du patient. Excuse-moi, Samuel, de t'interrompre. Est-ce qu'on peut juste revenir sur la réponse B que tu avais proposée, c'était de reventiler au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, BAVU. Parce qu'en fait, on remarque que c'est une situation, notamment quand on fait des ateliers de simulation complexes, c'est très fréquent en fait. Je pense que tu as bien fait de mettre cette réponse-là. L'alarme sonne, le volume n'est pas délivré, et la première réponse, c'est parfois de prendre ce ballon. Ce qui peut sembler un peu curieux, parce que finalement, tout ce que tu vas nous montrer après, on ne peut plus le faire, parce qu'on a... clairement, il y a un problème qui ne va pas, il y a une alarme qui sonne, et quand on prend le BAVU, on ne contrôle plus rien, ni la pression, ni le volume. Et en fait, je pense que si on fait ça, c'est qu'on pense que le ventilateur lui-même a un problème. C'est-à-dire que le ventilateur ne pressurise plus parce qu'il a un problème, ce qui est quand même rarissime, quoi. Oui, effectivement, c'est rare qu'on puisse régler le problème en reprenant, enfin, c'est rare que le ventilateur soit le problème, ce qui est la seule situation dans laquelle on peut régler le problème simplement en reprenant au BAVU. Effectivement, quand on passe le patient sur le BAVU, on se prive de l'outil de monitorage que représente le ventilateur. Et on ne ventile pas forcément. On se prive de la solution et vraisemblablement on ventile pas mieux. Effectivement. Voilà, donc je vous laisse à nouveau 5 secondes là, pour regarder les chiffres de pression de pic, de pression de plateau et de PEP pour mesurer la mécanique ventilatoire. Peut-être juste, Samuel, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce ventilateur, est-ce que tu peux montrer où on voit le chiffre? Vous voyez ma souris ou pas? Et de PEP total. Oui, on voit ta souris. Oui. Alors, donc, la pression de pic est là, en l'occurrence c'est 91. La pression de plateau est là, c'est 30. La PEP externe est réglée à 8, en l'occurrence. Et la PEP totale est à 21. Le volume est à 480 millilitres. Et le débit d'insufflation? 60 litres par minute. Merci.
Alors, je vais peut-être revenir à la... Vous me dites, hein, s'il faut que je revienne à la diapositive d'avant pour remettre les chiffres. Il y en a qui demandent sur le forum de discussion à revenir sur la diapositive d'avant. Peut-être on va noter les chiffres tous ensemble, puis après vous faites les calculs. Donc notez bien, je ne sais pas si vous avez une petite feuille à côté de vous. Samuel, tu peux nous redire les valeurs? La pression de pic est à 91 cm d'eau. La pression de plateau est à 30 cm d'eau. La PEP totale est à 21 cm d'eau. La PEP externe est à 8 cm d'eau. Et le débit est à 60 litres par minute. Et le volume courant est à 480 millilitres. Super. Ok, bon, on va arrêter là pour peut-être avancer. Et donc, les bonnes réponses, c'était la 1 et la 4. Donc, la résistance, je vous rappelle, le calcul, c'est la différence entre la pression de crête et la pression de plateau divisée par le débit d'insufflation. En l'occurrence, si on revient avant, donc la différence entre la pression de pointe, donc 91, moins la pression de plateau 30, ça fait 61, divisé par le débit d'insufflation qui est à 60 litres par minute, c'est-à-dire 1 litre par seconde. On fait 61 divisé par 1, et donc ça donne 61. Là, c'est la résistance. Et calcul à la compliance thoraco-pulmonaire, c'est le volume courant, donc 480 ici, divisé par la différence entre la pression de plateau, 30 ici, et la PEP totale, 21 ici. Donc 480 divisé par 9, ça fait 53. Je vous demande de me faire confiance. Je peux faire un commentaire, Samuel? Comment? Je peux faire un petit commentaire? Bien sûr, bien sûr. Peux-tu revenir? Voilà. On voit que 4 étudiants avaient répondu 22 millilitres par centimètre d'eau de compliance. Et si tu reviens sur la diapositive précédente, vous voyez que le ventilateur indique un chiffre de compliance statique qui est de 22 millilitres par centimètre d'eau. Ça, c'est un énorme piège. Il y a plusieurs ventilateurs qui font ça. Ils ne devraient pas. Ils sont censés faire de l'aide à la décision et à l'information médicale. Mais en fait, le ventilateur, il mesure la compliance avec les données dont il dispose, c'est-à-dire la pression de plateau qu'on vient de mesurer et la PEP externe réglée. Et donc, il ne prend pas en considération l'autopep et donc il ne fait pas le calcul de la compliance avec la PEP totale. Et vous voyez que l'écart peut être très important quand il y a autant d'autopep. Donc, le ventilateur affiche une compliance effondrée alors que ce n'est pas le cas du tout. Le patient n'a pas du tout une compliance aussi effondrée. La valeur donnée par le respirateur est complètement erronée. Donc vous, maintenant que vous savez faire les pauses téléinspiratoires, téléexpiratoires, il faut vraiment vous astreindre à les faire parce que vous voyez que si vous en faites une, vous vous trompez. Et si vous, par facilité, vous préférez regarder ce que vous dit le ventilateur, bah, beaucoup se trompent parce qu'ils ne prennent pas en considération l'ensemble des données. On a même des ventilateurs qui prennent la pression de pic Oui, à la place de la pression de plateau. Hein. tout à fait. Certains font encore pire, ils prennent la pression de pic à la place de la pression de plateau. Merci Samuel. Hop, voilà. Donc, on va passer à la question suivante. Sachant les mesures de mécanique respiratoire que vous venez de faire, quelles sont vos principales hypothèses?
Ok, donc ça a l'air de se stabiliser un petit peu à peu près. Donc les réponses bonnes étaient une sonde d'intubation bouchée et un bronchospasme. En effet, la situation est celle d'une augmentation très importante de la résistance, puisque la résistance a été calculée à 61, alors que la normale est plutôt inférieure à 10. À l'inverse, la compliance thoracopulmonaire était relativement préservée aux alentours de 50. Donc, dans le cas d'augmentation de la résistance, le problème se situe soit sur le circuit, en particulier sur la sonde d'intubation qui peut être soit bouchée, soit coudée, soit au niveau de la trachée ou des bronches, en particulier avec un bronchospasme qui peut rentrer dans le contexte d'anaphylaxie. Que ce soit le pneumothorax ou l'atelectasie donnent plutôt des problèmes de compliance thoracopulmonaire, donc c'est la pression élastique qui est augmentée dans ces cas-là. Donc la différence entre la pression de plateau et la PEP totale qui est augmentée dans ces cas-là. Et puis l'extubation accidentelle, enfin que l'extubation soit accidentelle ou volontaire, diminue la charge qui impose au ventilateur. Donc c'est une situation dans laquelle les pressions d'insufflation sont basses et au maximum, enfin sur certains ventilateurs en tout cas, une alarme de pression basse peut sonner, ou alors le ventilateur indique que le patient est déconnecté tout simplement. Donc le patient est sédaté, après 1 heure de ventilation en FIE, donc le problème est réglé, c'était un problème de sonde d'intubation bouchée par des sécrétions, le problème de pression résistive est résolu. Les gaz du sang après 1 heure de ventilation en FiO de 80%, PEP8 retrouve une PO2 à 73 mm de mercure. Je vous laisse noter ces chiffres avant de passer à la question. Est-ce que vous proposez une augmentation de la PEP, l'implantation d'une ECMO, la curarisation, l'introduction de monoxyde d'azote ou l'augmentation de la FiO2? Je rappelle, le malade a 73 de PO2 en 80% avec 8 de PEP. Ok, donc j'ai l'impression que tout le monde a à peu près répondu. Donc les réponses qui étaient attendues, c'était une augmentation de la PEP. Je sais que vous en avez beaucoup parlé aujourd'hui. C'est en lien avec, en tout cas en accord avec les recommandations de la SRLF. Dans les SDRA modérés à sévères, ici le patient a un SDRA sévère puisque le PSURF est inférieur à 100 mm de mercure, il est suggéré de ventiler les patients à haut niveau de PEP. En tout cas, on doit essayer d'augmenter la PEP pour en évaluer les effets sur les matos, sur la mécanique ventilatoire et sur l'hémodynamique. Vous avez également parlé de l'intérêt des curares chez les patients avec un SDRA modéré à sévère. Donc je ne reviens pas là-dessus, vous en avez déjà discuté. L'implantation d'une ECMO, bon, c'est évidemment trop précoce. Le malade de toute manière n'a pas les critères qui sont retenus, qui sont les critères d'étude EOLIA, les critères habituellement retenus pour décider de l'implantation d'une ECMO. L'augmentation de la FiO2, bon, c'est un petit peu piégeux parce que je ne vous ai pas donné la saturation en oxygène, mais en l'occurrence avec 73 de PO2, on peut supposer que la saturation en oxygène est suffisante. Et l'introduction de monoxyde d'azote, Nicolas Deprost en a parlé, le monoxyde d'azote n'est pas un traitement qui est de nature à améliorer le pronostic du SDRA. En tout cas, ce n'est pas un médicament qui améliore, qui diminue les lésions induites par le ventilateur. C'est vraiment un médicament symptomatique de l'hypoxémie. En l'occurrence, là, le patient n'est pas hypoxémique. Voilà, donc pour
reprendre cette conférence de consensus, enfin, c'est RFE de la SRLF qui suggère d'utiliser une haute PEP, c'est-à-dire une PEP supérieure à 12 dans les SDRA modérés à sévères, et sans dépasser une pression de plateau à 30 cm d'eau, sous réserve qu'il n'y ait pas de retentissement hémodynamique et sous réserve que la compliance thoraco-pulmonaire ne chute pas franchement à l'augmentation de la PEP. Donc, vous cuirarisez le patient, comme vous avez dit. La PEP est montée à 14 cm d'eau. Gaz du sang de contrôle en 90%, mais en évidence un pH à 7,20, une PCO2 à 64 mm de mercure, une carbonate à 22 mmol par litre et une PO2 à 85 mm de mercure. Donc, un rapport P sur F un petit peu inférieur à 100. Et une acidose respiratoire. Qu'est-ce que vous proposez vis-à-vis de l'hypercapnie? Une augmentation de la fréquence respiratoire, une augmentation du volume courant, un humidificateur chauffant, une augmentation de la FiO2 ou uniquement. Samuel. Je vais descendre maintenant pour l'informatique, pour ta carte, et tu peux me donner ton APA. Ok, bon, désolé pour cette interruption. Effectivement, les bonnes réponses, c'était une augmentation de la fréquence respiratoire et le remplacement du filtre échangeur de chaleur d'humidité par un humidificateur chauffant afin de diminuer l'espace mort. Il y aura une diapo dessus après. L'augmentation du volume courant, évidemment, c'est une intervention qui est de nature à diminuer, à corriger l'acidose respiratoire. Néanmoins, ce n'est probablement pas à proposer en première intention puisque, vous l'avez vu dans les différents cours, le réglage d'un volume courant bas autour de 6 000 kg est une composante extrêmement importante de la prévention des lésions induites par le ventilateur. Donc, l'épuration de dioxyde de carbone, vous avez dû le voir ce matin, est dépendant de la ventilation alvéolaire, et la ventilation alvéolaire est même dépendante de la fréquence respiratoire et du volume à chaque insufflation qui balaye les alvéoles efficaces, c'est-à-dire les alvéoles qui, enfin, l'espace, la composante du volume courant qui n'est pas de l'espacement. Donc, fréquence respiratoire multipliée par la différence entre le volume courant, donc le VT, et l'espace mort. L'espace mort est divisé classiquement en deux. D'une part, l'espace mort anatomique et instrumental, donc qui correspond à toutes les voies de conduction, à la sonde d'intubation et à toute la partie du circuit de ventilation qui est en aval de la pièce en Y, c'est-à-dire là où se rejoignent les voies inspiratoires et expiratoires, et donc le filtre échangeur de chaleur et d'humidité fait partie de l'espace mort, et puis de l'espace mort alvéolaire, sur lequel c'est plus délicat d'intervenir. Donc si vous voulez diminuer la capnie, corriger l'acidose respiratoire, et donc augmenter la ventilation alvéolaire, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous augmentez la fréquence respiratoire, soit vous augmentez le volume courant, mais on a vu que c'était probablement quelque chose à faire en dernier, puisque c'est une partie importante de la protection contre le VILI. Soit vous diminuez l'espace mort, donc en remplaçant le filtre humidificateur par un humidificateur chauffant, et en limitant les raccords inutiles en aval de la pièce en Y. Voilà, donc on est dans la situation d'un malade qui est avec un SDRA sévère, puisqu'il a moins de 100 de P sur F, qui a une acidose respiratoire. Que proposez-vous d'autre? Ok, bon, je crois que je vais abréger parce que j'ai l'impression que tout le monde est après d'accord. Effectivement, c'est vraiment l'intervention centrale dans la prise en charge de ces patients avec un SDRA modéré à sévère, donc avec un P sur F à moins de 150 mm de mercure. Donc, je reparle très rapidement de cette étude Prozeva qu'on vous a déjà citée probablement à chaque présentation, pour que vous voyez bien les courbes de survie. La courbe en rouge, c'est la courbe du groupe qui a bénéficié de la stratégie de diffusion ventrale
dès que le P sur F était inférieur à 150 en déclusion ventrale prolongée. La courbe en bleu, c'était la stratégie sans déclusion ventrale, qui avait simplement droit à une déclusion ventrale en cas d'hypoxémie menaçant le pronostic vital. Et vous voyez qu'à 28 jours, il y a une différence absolue de mortalité d'environ 16%, ce qui signifie qu'à chaque fois que vous faites du déclusion ventrale à 6 patients, avec un SDRA avec moins de 150 de P sur F, il y en a un que vous sauvez simplement parce que vous l'avez fait du déclusion ventrale. Donc c'est vraiment une intervention dont il faut bien comprendre l'importance. Voilà, donc le malade est positionné en déclusion ventrale et vous réalisez à nouveau des pauses inspiratoires et expiratoires de manière à calculer la mécanique ventilatoire. Donc, je vous laisse peut-être noter les valeurs de pression. La pression de pointe est à 44 cm d'eau. La pression de plateau est à 34 cm d'eau. La PEP totale est à 14 cm d'eau. Et la PEP externe, on l'a dit, est à 14 cm d'eau également. Le VT est à 480 ml toujours. Et le débit d'insufflation est toujours à 60 litres par minute. Quelle est la mécanique respiratoire de ce malade? On peut te déranger? Vous êtes tous les trois là? 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes, je suis là. Ça aussi, vous nous avez Bien. vous nous avez mis avec le professeur Tuffet, il est tout seul, quoi, il est tout seul dans son bureau. Ok, désolé encore pour l'interruption. Et donc, on va finalement finir là-dessus. Les bonnes réponses étaient... J'ai oublié de mettre comme bonne réponse, pardon, la réponse 5, mais donc sur les calculs de la mécanique respiratoire. La compliance était effectivement à 24 ml par centimètre d'eau. Donc, je vous rappelle, le calcul de la compliance, c'est le volume courant divisé par la différence entre la pression de plateau et la PEP totale. Et la résistance, c'était bien à 10 cm d'eau par litre par seconde. Pour mémoire, le calcul de la résistance, c'est la différence entre la pression de pic et la pression de plateau, divisé par les résistances, divisé par le débit d'insufflation, pardon. Effectivement, la PEP intrinsèque était négligeable. Que proposez-vous? Ne rien changer, diminuer la PEP, diminuer le volume courant, diminuer la fréquence respiratoire et mesurer la pression œsophagène pour calculer la pression transpulmonaire. Ok. Bon, je vais arrêter là. Les réponses qui pouvaient être correctes, hein, il n'y avait pas de réponse absolue puisque c'était difficile vu
vu la situation que je n'ai pas le gaz du sang exact et la situation précise, c'était difficile de définir quelle était la meilleure stratégie, mais en tout cas, ce qu'il fallait proposer, c'était de diminuer la PEP, de diminuer le volume courant et de mesurer la pression œsophagienne pour calculer la pression transpulmonaire. En effet, vous avez compris, je pense, vu vos réponses, que le problème de ce malade était que la pression de plateau était à 34 cm d'eau, donc c'est clairement intolérable. L'objectif, c'est d'avoir une pression de plateau inférieure à 30 cm d'eau. Et donc, pour mémoire, la pression de plateau représente la pression élastique de distension des alvéoles en fin d'inspiration et en fin d'insufflation. Et donc, c'est la somme de la PEP totale et du produit du volume et de l'élastance. Donc, si on veut diminuer la pression de plateau, il n'y a finalement que deux solutions. Soit on diminue la PEP totale, donc en l'occurrence, la PEP intrinsèque chez notre patient était négligeable, donc on diminue la PEP externe, soit on diminue le volume courant. C'est les deux seules solutions. Donc, la diminution du volume courant, on ne peut la faire que si l'état acido-basique, et en particulier la CAPNI, le permet. C'est sûr que si le patient a déjà 7,20 de pH, on va être gêné pour diminuer le volume courant. La diminution de la PEP, il faut le faire, hein, si on ne peut pas diminuer le volume courant, il faut diminuer la PEP de telle sorte qu'on ait une pression de plateau inférieure à 30. Concernant la sonde œsophagienne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la sonde de pression œsophagienne permet de mesurer la pression dans l'œsophage, pression dans l'œsophage qui est une estimation relativement bonne de la pression pleurale. Et donc, cette mesure de pression œsophagienne permet de compartimentaliser la mécanique respiratoire et donc savoir au sein de la pression de plateau quelle est la part de la pression de plateau qui sert à distendre le poumon et donc qui est délétère en matière de lésions induites par le ventilateur, et quelle est la part de la pression de plateau qui sert simplement à distendre la paroi thoracique et qui donc n'a pas d'effet délétère en matière de protection pulmonaire. Et enfin, quand la pression de plateau reste élevée malgré la diminution de la PEP et malgré la diminution du volume courant, c'est évidemment une situation dans laquelle il faut discuter l'implantation d'une ECMO au titre de la décarboxylation. Voilà, j'ai terminé et évidemment, je suis à votre disposition pour des questions. Je vais me remettre dans le... Merci beaucoup, Samuel. Merci beaucoup, Samuel. Très didactique et qui a couvert quand même beaucoup de questions très pratico-pratiques qu'on se pose au lit du malade. Y a-t-il des questions? Il y a une première question qui porte sur la PEP intrinsèque. Et la question, c'est à partir de quand on considère que ce n'est pas négligeable? Eh ben, c'est une question, c'est une réponse un peu difficile de répondre, c'est un peu difficile de donner une valeur en tant que telle, hein. Le problème d'avoir de la PEP intrinsèque, c'est en particulier son retentissement hémodynamique. Donc, en moins de 2-3 cm d'eau, on peut considérer que c'est clairement négligeable. Au-delà, il faut voir quel est le retentissement, en particulier hémodynamique et sur la pression de plateau. Mais je ne pourrais pas donner de chiffres comme ça magiques. Peut-être que l'un d'entre vous peut donner une réponse un petit peu plus précise. Je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème, ce n'est pas la PEP intrinsèque. Le problème, c'est l'effet global, et notamment, comme tu le dis, hémodynamique, d'une PEP, que ce soit une PEP externe ou une PEP intrinsèque, c'est le même problème. Donc, en fait, globalement, il n'y a pas de niveau négligeable ou pas. La question, c'est juste l'effet de cette PEP. Tu soulignes en fait l'importance que tu nous as rappelé et qu'on a bien vu d'ailleurs dans tes différentes copies d'écran de la mesurer, puisque c'est quelque chose qui est complètement caché en fait si on se fie aux simples courbes du ventilateur et à la pause téléinspiratoire. Donc, on peut le rappeler, chez les patients donc, qui sont passifs curarisés, on peut faire une pause téléexpiratoire pour la mesurer, et chez les patients en aide inspiratoire notamment, on peut, enfin globalement, qui ont une ventilation spontanée, qui ne sont pas curarisés, on peut le voir en observant la courbe de débit, qui ne revient pas au zéro, partie expiratoire. Y a-t-il d'autres questions sur
mécanique respiratoire, la ventilation du SDRA, l'intubation du SDRA, la préoxygénation du SDRA. Il y avait une question dans le chat là, sur l'oxygénation apnéique. Je crois que cette question portait sur laisse-t-on les canules nasales d'oxygénothérapie nasale pendant l'apnée lorsque l'on fait une préoxygénation incluant l'oxygénothérapie au débit nasal. Alors, oui, c'est un des objectifs, justement, c'est de laisser les canules nasales avec le débit d'oxygène au maximum globalement du dispositif, de manière à en permanence apporter un débit d'oxygène dans les voies aériennes du malade pendant qu'on fait la laryngoscopie, et de telle sorte que le patient bénéficie d'un certain niveau d'oxygénation malgré le fait qu'il soit en apnée. C'est ce qu'on appelle l'oxygénation apnéique. Et c'est le mécanisme par lequel on suppose que l'oxygénothérapie à haut débit nasal peut procurer un bénéfice en association à la ventilation non invasive dans la préoxygénation. Donc en pratique, le patient est généralement dans cette situation-là sous oxygénothérapie au débit nasal, puisque c'est un patient qui se présente en réanimation pour un tableau de détresse respiratoire aiguë hypoxémique. Donc il est généralement sous oxygénothérapie au débit nasal. Et quand on décide de l'intuber, on va mettre l'oxygénothérapie au débit nasal au maximum, c'est-à-dire 60 ou 70 litres par minute selon les dispositifs et 100% d'FiO2, et on va en plus de ça rajouter une ventilation non invasive avec une FiO2 évidemment à 100%. C'est pas la peine de mettre des trop gros niveaux d'aide inspiratoire qui peuvent être mal tolérés et occasionner des fuites, ce qui est plutôt contre-productif. Et puis on endort le patient, enfin on endort le patient, il fait une anesthésie générale sous ce dispositif-là. Et puis quand il perd la ventilation spontanée, donc il vient en apnée et qu'on s'apprête à lui faire une laryngoscopie, on retire le masque de VNI et on laisse les lunettes d'oxygénothérapie au débit nasal pendant toute la procédure d'intubation. Ok, je crois que ça a répondu à la question. Moi, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que pour les étudiants, les messages importants, c'est de retenir les principaux modes de ventilation, les deux modes dont on a parlé, ventilation assistée contrôlée et ventilation spontanée en aide inspiratoire. Que vous ayez le temps de revoir un petit peu toutes ces notions de mécanique respiratoire, les résistances, la compliance, et puis vous familiariser vraiment avec la problématique de vos ventilateurs, de ce qu'ils sont capables de mesurer, de ce qu'ils sont capables de vous apporter comme information, et puis de regarder les courbes des ventilateurs, de passer du temps devant les écrans. Les industriels ont fait des très jolies courbes, hein, ce n'est pas uniquement pour être esthétique, c'est aussi parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'informations au quotidien. Et donc, et après, vous aurez le temps de rentrer dans plus de détails et des choses plus fines de la physiologie respiratoire et de la physiologie appliquée qui est quelque chose, un sujet inépuisable de mon point de vue. Donc, je vois une dernière question là, chez un patient SDRA avec acidose hypercapnique importante, non contrôlable malgré ajustement de la fréquence respiratoire et du BT. Peut-on discuter de l'ECOR, donc l'épuration de CO2, ou directement l'ECMO pour mettre en place une ventilation ultra-protectrice dans le même temps? C'est une question très pointue sur le SDRA, sur des techniques dites de sauvetage du SDRA. C'est sûr que il y a toutes ces techniques qui existent, mais je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dans ces détails et dans ces finesses-là en phase socle, en premier module. Ça me paraît un peu... en effet, il y a probablement, mais encore une fois, il y a probablement des ajustements à faire et tout ça, mais
on peut discuter. Vous voyez certainement dans vos services hospitalo-universitaires toutes ces techniques d'exception, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est de l'exception et que la première chose à faire, c'est d'abord d'avoir des notions de base de ventilation, et puis après, vous pourrez rentrer. Encore une fois, c'est extrêmement intéressant, on pourrait passer des heures à discuter de ça. Je pense qu'on ne serait pas tous complètement d'accord, mais voilà. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut répondre, mais je pense qu'à votre niveau, il faut que vous sachiez très bien ce qui a été démontré comme améliorant le pronostic du patient. Après, donc tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, ça poursuivait cet objectif. Après, pour des techniques comme les corps, il y a différents champs d'application. Le premier champ qui serait un champ d'exception avec hypercapnie très augmentée, avec peut-être aggravant, un cœur pulmonaire aigu, etc. Mais là, on rentre dans la physiologie, la physiologie du malade complexe, d'experts, où effectivement tout le monde ne serait pas forcément toujours d'accord à mettre en compétition avec les effets indésirables d'une telle technique. Et donc là, c'est vraiment du champ de l'application multiparamétrique sur un patient n égale 1. Et puis, il y a un autre champ d'application qui est pour l'instant du domaine de la recherche, donc à laquelle on ne peut pas vous apporter une réponse, qui est, y a-t-il un bénéfice à faire de la ventilation à encore plus petit volume courant, quitte à employer des techniques d'épuration du CO2. Il y a des études, des essais randomisés en cours. Et donc là, pour l'instant, il n'y a aucune réponse, mais en tout cas, ça n'est absolument pas du champ d'application de la clinique routinière. Et on ne fait pas ça en clinique routinière, puisqu'il n'y a aucune démonstration d'un effet bénéfique chez le patient. Et pourtant, c'est des techniques qui ont quand même un certain lot d'effets indésirables. Alors ça, moi, c'est mon avis. Et vous, que ce soit en phase SOC ou d'ailleurs au cours de votre internat, il faut déjà consolider grandement l'utilisation du ventilateur, qui permet quand même de se sortir d'énormément de situations, et d'optimiser les réglages dans un sens dont il a été démontré qu'ils permettent d'améliorer la survie des patients, ou au moins des critères de jugement clinique, peut-être pas forcément toujours aussi forts, mais quand même suffisamment forts comme la durée de ventilation. Et je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Pour compléter, pour l'ECMO, la situation est un petit peu différente. On ne peut pas dire… Oui, bien sûr, oui. Mais pour compléter, pour l'ECMO, on ne peut pas dire formellement que ça a montré son intérêt dans l'amélioration de la survie au cours du SDRA, mais il y a quand même des arguments assez forts. Donc, sans que ce soit complètement prouvé, on peut dire quand même qu'il y a des arguments assez forts pour dire que ça améliore la mortalité des SDRA les plus sévères, dans des indications qui sont des exceptions, mais complètement d'accord. Enfin, des cas limités, on est complètement d'accord pour le dire, mais dans le cas dont on parlait, l'hypercapnie avec une diminution majeure de la compliance, donc l'impossibilité d'augmenter le volume courant parce que la compliance est effondrée, ça fait partie des indications potentielles de l'ECMO. Bon. Après, il y a une question sur la différence entre la saturation au doigt et celle de la gazométrie. Ça, c'est extrêmement important. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous mesurez avec la gazométrie artérielle, c'est une saturation artérielle en oxygène, ce qui est différent de la saturation pulsée en oxygène, qui est celle que vous avez par une oxymétrie de pouls, qui correspond en fait à un signal lumineux qui est envoyé et qui est réceptionné, et donc qui va dépendre forcément d'un certain nombre d'éléments de bonne efficacité de ce rayon lumineux qui traverse la peau et renvoyé par l'hémoglobine. Ça dépend forcément de la vasoconstriction périphérique, ça dépend du taux d'hémoglobine des patients. Ça dépend pour les femmes de savoir si elles ont ou pas du vernis à ongles sur les doigts. Ça paraît assez bête, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on a des discordances. Et donc, il y a une très bonne corrélation entre la saturation pulsée en oxygène et la saturation artérielle en oxygène, à condition que celle-ci, pour la saturation pulsée, soit réalisée dans des conditions qui sont dites optimales, avec pas trop de vasoconstriction périphérique, une chaleur cutanée suffisante. Et voilà, donc c'est vrai qu'il y a des discordances, mais en théorie, on peut s'y fier. Il faut connaître quelques limites. Et voilà. Il y a une correspondance toute récente là,
sous forme de research letter, je crois, de New England, le mois dernier, qui a mis en évidence une limite dont je pense qu'il faut faire attention, c'est chez les sujets noirs. Il semble que la sous-estimation de l'hypoxémie soit liée à la prise en considération de la saturation pulsée en oxygène soit beaucoup plus importante que chez les sujets de peau blanche, puisque alors ils ont analysé beaucoup de gaz du sang avec des prises concomitantes de saturation, et chez plus de 10% des sujets à peau noire, lorsqu'ils avaient une saturation pulsée entre 92 et 96%, ils avaient en fait une saturation artérielle à moins de 88%. C'était 11 et quelques pourcents. Mais en gros, un sujet sur 10 versus 3% chez les sujets de peau blanche, ce qui met en évidence qu'il faut quand même, au moins un moment chez son patient, avoir contrôlé que ce qu'on voit sur le stop correspond à ce qu'on voit sur le gaz du sang, ou au moins connaître cet écart et savoir que chez ce patient, peut-être il ne faut pas être faussement rassuré par une saturation pulsée qu'on croit dans des zones parfaitement safe, alors même que le patient a peut-être moins de 90% de saturation. Entièrement d'accord. Pour le voir sur le terrain, là, actuellement, je peux confirmer. Ouais, et il peut y avoir des variations selon les dispositifs, hein, potentiellement. Aussi. On a tout juste 1 heure de retard, ce qui est pas mal. Voilà. C'est tellement plaisant de discuter de tout ça. Peut-être on va conclure, du coup. Oui, on peut remercier tous les intervenants, tous les participants. Il y a eu beaucoup d'interactions, c'était vraiment bien. On espère que ça vous a plu. Je ne sais pas ce que vous voulez rajouter, Nicolas et Guillaume. Non, pareil, j'en remercie Samuel qui vient de nous présenter le cas clinique, comme tous les intervenants précédents, pour la qualité des présentations. Je remercie moi aussi vraiment les participants, là, les étudiants. Je trouve que ça fait vraiment plaisir de voir en phase SOC que vous avez déjà un tel niveau de connaissance. Vous êtes vraiment très fort, très interactif, et puis une vraie appétence, on a l'impression, pour des sujets qui touchent à la réanimation du quotidien, et à votre spécialité. Et c'était très plaisant. Ouais, je partage complètement ces remerciements. Et donc, juste pour dire aux étudiants, pour l'histoire du traité de réanimation, vous aurez ce traité de réanimation. Les conditions sanitaires font que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, pour ceux qui passent à Paris, il suffit simplement de mettre un message au secrétariat de la SRLF avant pour voir s'ils sont présents, et s'ils sont présents, vous pouvez aller retirer, à condition bien sûr d'avoir votre carte d'étudiant, en fait, enfin au moins un justificatif comme quoi vous êtes bien en phase socle. Donc, voilà. Tu es toujours en partage d'écran. Oui, elle fait juste attention parce que s'il y a des données de patients, ça pourrait être embêtant. On est en train de voir tes mails. Il faut que tu départages ton écran. Ça doit être en bas à droite, je crois. Ou en haut. Quitter, en haut, quitter. Ouais. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est mieux. On voit Guillaume, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, si vous avez des commentaires, des suggestions pour améliorer cette journée, vous n'hésitez pas à nous écrire. Voilà. Et on est à votre disposition s'il reste des questions plutôt par mail, étant donné l'heure un petit peu tardive. À très bientôt. Et à très bientôt. À bientôt. Ouais. Salut. Salut.